Si tu n'as pas un cœur, faut avoir pitié. Africain, vous en faites quoi? Africain, vous en faites quoi? L'Afrique, vous en faites quoi? Vous tous pas, vous en faites quoi? Les chariots en faites quoi? Besta, la chouchoute, comment tu vas? Bon, je pense qu'on va laisser cette histoire de musique. Je vous demande de m'accorder juste une petite minute, 2 minutes s'il vous plaît. Chers parents ivoiriens, chers amis ivoiriennes, accordez-moi juste 2 petites minutes et on commence le direct. J'espère que tout le monde va bien. Donc, patientons 2 minutes. Chers parents, on est ensemble, c'est ensemble, nous allons faire le direct. Excusez-moi. Excusez-moi. Partagez le direct, hein, c'est très important. Et apprêtez-vous à intervenir. Vous allez intervenir pour apporter vos grains de sel. On va demander aux Africains si Alassane est à la base de tous les maux de l'Afrique. C'est très important parce que on ne parvient plus à cerner les Ivoiriens. Ils crient sur tous les toits Alassane, Alassane, Alassane. On veut savoir si Alassane est à la base de tous les maux de l'Afrique. C'est très important parce que ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Est-ce que c'est Alassane qui est à la base de tous les maux de l'Afrique? C'est très important. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, c'est ce débat que nous allons mener ce soir. Alassane, Alassane. On ne peut plus dormir à cause de... Vous accusez Alassane matin, midi, soir. Matin, midi, soir, mais aucune preuve. Rien. Quand on vous invite à faire des débats contradictoires, vous fuyez. Mais vous êtes les premiers champions à crier Alassane a fait tant, Alassane a fait tant. Ok, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. LK, appelez-moi aussi El Padrino. Voilà, l'homme de la situation.
Ou Kamari Dezo. Appelez-moi aussi Kamari Dezo, c'est très important. Alors, chers frères, chers sœurs, Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes, nous voilà encore. L'homme qui vous parle en ce moment, il s'appelle l'incontournable. Il s'appelle Devant la vie ou Laisse-moi mourir 5 heures ou Kamari Dezo. Aujourd'hui, nous allons parler d'Alassane et Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, on va s'orienter du côté du panafricanisme. Parce que ça fait une bonne lurette, un bon moment, que des gens, tous les Africains, en commençant par la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun, en passant par le Cameroun, jusqu'à dans certains pays, les gens écrivent que Alassane est à la base de tous les maux de l'Afrique. Et moi, compris, en tant qu'Africain, je n'arrive pas à comprendre. Je vais demander aux Noirs, les négros que nous sommes, je veux savoir si la souffrance des Africains a commencé sous les Ouattara. C'est clair. Est-ce que c'est Alassane qui a envoyé la souffrance en Afrique ou bien la souffrance existait? Et pendant combien d'années cette souffrance existait? Et pourquoi c'est maintenant les Noirs, les négros là, attribuent cette souffrance à Alassane? Écoutez-moi, l'esclavage a eu lieu dans les années 1800. Les années 1800. Pour ne pas dire c'est là, ça a pris fin. L'esclavage existait dans les années 1800, 1400 et tout ça. L'Afrique. Écoutez-moi, je vais vous rappeler une seule chose. Les Arabes ont colonisé l'Afrique. Ils ont dominé l'Afrique pendant 300 ans, c'est-à-dire 3 siècles. Et les Européens sont venus ajouter leur grain de sel pendant 1 siècle. C'est-à-dire, les Européens ont dominé l'Afrique pendant 100 ans. Les Arabes ont malmené l'Afrique pendant 3 siècles, 300 ans. Au total, ça fait 400 ans que l'Afrique a été colonisée. Pendant ce temps-là, Alassane n'était même pas né. Les parents d'Alassane n'étaient même pas encore nés. C'est-à-dire même les aïeux, les grands-parents d'Alassane, ils n'étaient pas encore nés. Eux-mêmes, ils ne pensaient même pas un jour exister. Pendant ce temps, l'esclavage existait. Pendant ce temps, le noir, il souffrait déjà. Pendant ce temps, les noirs traversaient déjà la mer. Aujourd'hui, si les noirs ils traversent la mer, ce n'est pas la faute d'Alassane. Ce n'est pas aujourd'hui le noir a commencé à traverser la mer. Vous vous rappelez du côté du Sénégal, là, où on mettait les esclaves et tout ça pour les amener en Amérique. Ce n'est pas Alassane qui avait créé ça. Ça, là, ça existait avant même que Alassane ne naisse. Il n'était même pas encore né. Il n'avait même pas encore vu ce monde. Et le trafic des êtres humains sur l'eau existait déjà. Si vous pensez que je m'en venais me contredire, et on va aller dans l'histoire. Vous êtes historien, non? Votre champion Gbagbo, je pense qu'il est historien, il connaît bien l'histoire. Mais il ignore, c'est-à-dire, il connaît bien l'histoire, mais il fait semblant de ne pas vous expliquer l'histoire. Et malheureusement, comme vous ignorez l'histoire, vous ne comprenez rien. Voilà le danger. Donc les esclaves, ils étaient déjà déportés. Et l'esclavage, ce n'est pas Alassane et la famille de Alassane qui ont emporté cet esclavage en Afrique noire. Ce n'est pas Alassane qui a conquéri l'Afrique du Nord pour donner sa confiance aux Arabes. Ce n'est pas Alassane qui a comploté les Blancs pour aller inculquer la culture ou bien les cultures européennes aux Noirs. Ce n'est pas Alassane. Ça existait et puis Alassane a trouvé cela. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui vous voulez mettre tout sur la tête d'Alassane? Au lieu de dire Dieu merci qu'Alassane n'a pas et en même temps caressé le combat. Quand on parle d'une lutte, dans une lutte, il y a toutes sortes de choses. Donc il faut s'apprêter à tout. Lorsque tu t'engages dans une lutte, il faut t'attendre que soit tu iras en prison, soit tu vas périr, c'est-à-dire tu vas mourir, ou soit tu sors victorieux. Il y a 3 cas. Lorsque un individu s'engage dans une lutte, il doit s'attendre toujours. Il y a 4 cas. Ça, c'est un. Excusez-moi, la connexion avait pris un coup. Et donc, ça a interrompu un peu. Donc, j'étais sur cette histoire du panafricanisme et de la lutte contre la France-Afrique, en fait. Je dis, est-ce qu'Alassane est à la base? Quelle a été la responsabilité de Laurent Gbagbo? Qu'a fait Laurent Gbagbo pour mettre fin à ça?
Vous pensez que quand on mène un combat, c'est pour sortir victorieux sans aucune souffrance? C'est ce que vous aviez pensé au début? Non. Il y a 4 cas. Quand tu mènes un combat, quand tu déclenches un combat, parce que lutter, c'est un combat que tu mènes. Tu déclenches des hostilités contre un système. Parce que le système ne te plaît pas. Donc toi, tu es contre le système. Et il y a d'autres, le système leur convient. Leur conviennent plutôt. Donc ce système qui plaît à d'autres, eux là, ils vont défendre ce système. Et toi, tu dis, tu ne veux plus de ce système. Donc c'est un combat, c'est un affrontement. Lorsqu'on parle d'affrontement, on parle maintenant de guerre. Que ça soit, ça peut être plusieurs sortes de guerres. Il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a la guerre verbale. On peut faire la guerre médiatique. Hein? C'est ça qui est la guerre verbale. La guerre d'action, c'est-à-dire sur le terrain, on se frappe. Et il y a aussi la guerre diplomatique. Donc il y a plusieurs sortes de guerres. Maintenant, quand vous décidez de mener un combat, vous voulez détruire un système qui ne vous plaît pas. Et d'autres, ce système leur convient. Et ils font quoi? Ils défendent leurs idéologies. Ils défendent ce système. Mais vous voulez détruire ce système. Donc, il y a une confrontation. Mais vous voulez détruire un système. Pendant ce temps, vous contribuez aussi au renforcement et à la solidarité, à la solidité de ce système. Comment est-ce que ce système puisse obtenir une baisse dans notre continent? Comment est-ce que ce système ne va pas évoluer? Gbagbo même a contribué à financer ce système. Mais vous oubliez, c'est-à-dire, vous êtes hypocrite, vous êtes ingrat sur tous les points. Et c'est toujours Ouattara que vous trouvez pour accuser. Ouattara est un dictateur. Ouattara est à la base de tous les maux des Africains. Ouattara n'était pas encore né lorsque les Africains souffraient. Alassane a trouvé la souffrance en Afrique. Et il essaie d'améliorer la souffrance des Africains. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des Noirs. Et surtout les Ivoiriens, qui pensent que Ouattara est à la base du malheur de l'Ivoirien ou bien du malheur du Noir. Le Noir, il souffrait. Il y a de cela 400 ans que le Noir a souffert. Donc, il y a 400 ans que les Noirs ont souffert. Puisque l'esclavage a existé en Afrique pendant 400 ans. Il y a eu 200 millions de Noirs qui ont été exploités et pris sur le territoire africain pour être expédiés ailleurs. 200 millions de Noirs qu'ils ont amenés en Amérique et en Asie. Vous comprenez donc, cette souffrance des Noirs existait avant que Alassane ne naisse. Alassane a trouvé ça. Tout comme vous avez trouvé la souffrance des Noirs. Et tout le monde sait, tout le monde connaît l'esclavage, la traite négrière. Ce n'est pas Ouattara qui a mené la traite négrière, ce n'est pas Ouattara qui a envoyé l'esclavage en Afrique, ce n'est pas Ouattara qui a mis le système Foccart sur pied en Afrique. Donc vous ne pouvez pas attribuer tout à Ouattara. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait pour mettre fin à ça? Arrêtez d'être manipulé. Laurent Gbagbo n'a rien foutu. D'ailleurs, c'est lui-même qui a été le danger des Ivoiriens. Un gros menteur, un président menteur. Et quand tu mens, tu deviens mythomane. Et ce mythomane a poussé les Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens à mourir pour lui. Ils ne sont pas morts pour la République. Ils ne sont pas morts pour la Côte d'Ivoire. Ils sont morts pour la petite personne de Gbagbo, la restreinte personne de Gbagbo. Pour ses propres intérêts personnels. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont morts. Ils ne sont pas morts pour la Côte d'Ivoire. Si c'était pour la Côte d'Ivoire, ils allaient défendre cette Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire. Mais ils n'ont pas défendu la Côte d'Ivoire partout. Ils ont défendu là où Gbagbo était. Ça veut dire qu'ils défendaient la personne de Gbagbo. Qui a vendu le port d'Abidjan? Est-ce Ouattara ou Gbagbo? Question. Je tiens à vous dire, c'est Gbagbo qui a livré le port d'Abidjan. Ça, quand vous parlez de ça, mais voilà les vraies infrastructures de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui apporte l'argent au pays. Lorsqu'un président de la République qui dit à son peuple, qui dit à sa population qu'il est là pour détruire un système,
Pendant ce temps, les piliers de l'économie ivoirienne, lorsqu'il livre ça à ses impérialistes, c'est que lui-même, il est pour ce système. Il a donné le port d'Abidjan aux Blancs. Il a donné ça à la France. Est-ce que c'est Ouattara qui avait donné le port d'Abidjan à la France ou c'est Gbagbo? Répondez à cette question. Quiconque veut intervenir, il doit éclairer les Ivoiriens. Qu'est-ce qui avait mordu le cerveau de Gbagbo pour pouvoir donner le port d'Abidjan? Vous savez combien de milliards le port d'Abidjan donne à la Côte d'Ivoire? Il y a des milliers de milliards qui rentrent en Côte d'Ivoire grâce à ce port. Gbagbo n'a même pas hésité. Il dit tenez. Pourquoi? Pour sa propre personne, pour se maintenir au pouvoir et piller les milliards du peuple ivoirien volé. Parce que lui-même c'est un gros voleur. Voilà ce que c'est que Gbagbo. Mais il allait encore loin. Gbagbo est allé encore loin. Il avait vendu à son temps tous les avions de l'aéroport de Côte d'Ivoire. L'aéroport fait Félix Houphouët-Boigny, Gbagbo a vendu tous les avions. Et quand le président Alassane est arrivé, il n'y avait aucun avion. La Côte d'Ivoire ne disposait plus d'avions. Il fallait que le gouvernement de Ouattara paye des nouveaux avions pour équiper encore la République ivoirienne. Il a vendu ses avions à qui? Il a vendu ça à ses amis des pays africains pour s'approprier l'argent du pays. Et il n'a même pas fait les comptes à la population. Pourquoi Gbagbo s'est-il comporté ainsi? En dehors de ça encore, je vais encore très loin. Il a vendu la société de l'électricité de Côte d'Ivoire, qu'on appelle la CIE. Il a vendu ça. Donc ça veut dire que l'électricité n'appartenait plus aux Ivoiriens. Il a donné ça encore aux Français. Quelqu'un qui veut lutter contre un système qui vend toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire, c'est les infrastructures sur lesquelles le pays doit se baser pour se renforcer économiquement, il donne ça encore aux Blancs. Et il vient crier dans les oreilles de son peuple pour dire, je lutte contre le système. Tu luttes contre le système. Pourquoi tu vends les infrastructures de ton pays à ces gens-là? Mais en faisant ça, mais tu leur vends le pays. Vendre un pays, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez qu'on va sur une table pour dire, bon, voici la Côte d'Ivoire, je vends toute l'étendue du territoire à tel nombre de milliards. Non, 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 non. Vendre un pays, c'est de vendre toutes les grandes sociétés qui représentent ce pays. Ils vendent ça aux groupes étrangers. Quand tu finis de vendre et que ton pays n'a plus de société fiable pour pouvoir apporter, rendre l'économie du pays solide, c'est qu'on dit tu as vendu ton pays aux étrangers. C'est clair. C'est comme tu as un champ. Tu as un champ, non? Tu as au moins 14 hectares. Et dans les 14 hectares, tu as au moins cultivé un terrain de 8 hectares. Et là, tu appelles les étrangers, tu dis là où tu as cultivé, là, tu vends ça. Et là où tu n'as pas cultivé, c'est ça qui est pour toi. Mais si tu n'as pas cultivé, là, quelle richesse ça va produire? Si tu vends la partie cultivée aux gens, mais chaque retraite, toi, tu n'auras plus d'argent. Parce que là où tu as cultivé, les gens ont déjà payé. Qu'est-ce qui te reste? C'est la partie où tu n'as pas cultivé, c'est ta terre, oui, bien sûr. Mais cette terre-là ne va rien t'apporter. C'était ça le cas de Gbagbo. La Côte d'Ivoire est là, bien sûr. Mais la Côte d'Ivoire, la partie où les sociétés ont été bâties, c'est là-bas, là, Gbagbo a vendu. Il a vendu ces sociétés-là. Donc, la partie qui reste, où il n'y a pas de société, ça va apporter quoi aux Ivoiriens? Ça va apporter quelle économie aux Ivoiriens? Quand c'est comme ça, Gbagbo est un traître. C'est un France-africain. C'est un voyou qui a menti à ce peuple, qui a liquidé son peuple pour ses propres intérêts. Voilà ce que Laurent Gbagbo a fait aux Ivoiriens. Et c'est ce que nous dénonçons. Et je demande à chaque Ivoirien de prendre conscience. Si tu me regardes ce soir et que tu es pro Gbagbo à mort, si à cause de Gbagbo tu dois mettre ta main au feu, ou bien ton bras au feu, ma soeur, quitte là-dedans. Mon frère, quitte là-dedans. Tu vas mourir cadeau. Tu vas mourir cadeau. Donc Ouattara, il n'est pas à la base du malheur de l'Afrique. Est-ce que c'est l'Africain lui-même qui est le malheur de ce qu'il vit, ou ce sont les Blancs qui sont à la base du malheur des Africains? Question. Mais je pense que les Africains eux-mêmes, ils sont à la base. Exemple, Laurent Gbagbo, il a vendu toute l'Afrique. Est-ce que ce sont les Blancs qui lui ont demandé de signer des contrats pour donner ça?
En dehors de ça, en Côte d'Ivoire, ils avaient découvert des sites pétroliers. Il y a eu Jacquesville. Quand vous partez à Jacquesville, mais là-bas, là, ce n'est que le pétrole qui est là-bas. Le pétrole bleu, de bonne qualité. Gbagbo a vendu ça. Il a tout vendu. Il a liquidé ce pétrole aux grandes sociétés françaises. Est-ce qu'il y avait un couteau dans sa gorge? Non. Il a livré ça en bon escient. Il a livré ce pétrole avec sa bonne conscience. Et là, vous venez accuser Ouattara. Est-ce que c'est Ouattara qui avait signé ces contrats avec les grandes sociétés françaises? Non, c'est Gbagbo, c'est votre Gbagbo là, qui avait fait ça. C'est lui qui avait commis ces délits. Sans même dire aux Ivoiriens, on ne sait même pas à combien de pourcentage il a donné ça. La Côte d'Ivoire prenait combien de pourcentage? Et les grandes sociétés françaises prenaient combien de pourcentage? On n'a rien vu dedans. Tous ces contrats, gros contrats qu'ils ont signés, alors, eux, ils ont mis ça dans leur poche. Ils n'ont même pas fait des comptes rendus au peuple. Sachant bien que le pétrole est sur le territoire ivoirien. Et chaque citoyen et chaque citoyenne ivoirien et ivoirienne qui vivent sur le territoire ivoirien doit avoir accès, doit avoir clair dans cet argent du pétrole. Gbagbo n'a pas fait le compte rendu aux Ivoiriens. Il a pris cet argent, lui et ses amis alcooliques et voleurs, ils ont pillé cet argent, ils ont volé ça et ils ont fait croire aux Ivoiriens qu'ils menaient une lutte. Or, c'était une bande de voleurs qui étaient là. On n'a rien vu. Dieu merci qu'on a été éclairé avec Internet qui est là aujourd'hui. On a fait des recherches très approfondies et nous avons découvert que c'était des malfrats, c'était des grands voleurs, c'était des voyous qui étaient là, qui nous manipulaient. Et à cause de leur manipulation, nous nous sommes laissés fusiller, nous nous sommes laissés tuer sans que ces gens-là nous défendent. Voilà ce qui était Laurent Gbagbo et sa bande de voyous. Est-ce que vous comprenez? Je vais encore plus loin. Je ne me limite pas là. Je ne peux pas me limiter. La société qui permet aux Ivoiriens d'avoir de l'eau et boire, la chose d'ici, Gbagbo a donné ça au grand groupe français. Est-ce que c'est Ouattara qui avait donné sa question? Non, ce n'était pas Ouattara, c'était Gbagbo. Un voyou comme ça, vous nous dites qu'il était là à lutter contre un système. Pendant ce temps, il donnait tout ce que la Côte d'Ivoire avait aux représentants de ce système. Est-ce que c'était les Blancs qui étaient à la base? Non. Le noir lui-même est à la base du malheur de l'Afrique. Le noir est responsable de ce qu'il arrive. Ce n'est pas Ouattara qui est responsable. Au contraire, Ouattara, il est là à utiliser une stratégie dans laquelle le noir peut gagner son gagne-pain. La stratégie de Laurent Gbagbo n'a rien abouti. Au contraire, il a tout vendu et il n'a construit aucune société en Côte d'Ivoire. 10 ans, aucune société, aucune école n'a poussé en Côte d'Ivoire. Il a passé tout son temps à vendre. Et quand on leur demande le bilan, il y avait rébellion. Mais oui, il y avait rébellion et Laurent Gbagbo vendait. Mais il y avait rébellion, il n'a pas pu construire. Il n'a pas pu créer des infrastructures. Mais il y avait rébellion. Cela ne l'empêchait pas de signer des contrats avec des grands groupes français. Cela ne l'empêchait pas de vendre les sociétés ivoiriennes. Donc, utiliser aussi les arguments comme quoi il y avait la rébellion. Donc, Laurent Gbagbo n'avait pas le droit de vendre. Maintenant, il vendait, mais il ne construisait pas. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Quand il vend, il faut construire. Il y avait rébellion. Il y avait rébellion. C'est devenu un argument justificatif. Non, je condamne cela. Parce que lorsqu'il y a rébellion et que tu ne peux rien faire, il ne faut pas aussi vendre. Lorsque tu vends et qu'on te donne les milliards, tu empoches, il faut aussi prendre ces milliards pour travailler. Au moment où tu sais qu'il y a une rébellion et que tu ne peux pas travailler, ne vends rien. Ne vends rien. Laisse les choses intactes, comme ça les gens sauront que tu as été honnête. Tu n'as pas travaillé, tu n'as rien vendu. Mais tu ne travailles pas, tu vends. On te donne l'argent, tu es assis sur ça, tu partages ça avec ta bande de voyous, de voleurs là. Et vers la fin, vous nous trouvez des histoires à dormir debout. Non, il y avait une rébellion, on ne pouvait pas construire la Côte d'Ivoire, on ne pouvait rien faire. Mais oui, cette rébellion existait et monsieur et sa bande avaient le culot de signer, de vendre tout. Toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire au grand groupe français.
Est-ce que vous trouvez cela normal? Vous trouvez cela logique? Est-ce que c'est bien quand vous nous regardez, vous les gars, et vous les membres du FPI, Laurent Gbagbo n'est-il pas à la base du malheur de la Côte d'Ivoire? Oui, il est à la base du malheur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'Ivoirien, il ne peut plus rien dire parce que le FPI a tout vendu en Côte d'Ivoire. Oufoué faisait certaines choses, mais il n'a pas vendu comme ça. Ouattara, au contraire, vous dites, vous l'accusez. Ouattara est à la base du malheur de la Côte d'Ivoire. Il y a des immigrés qui traversent, mais sous les Gbagbo. Il y avait aussi des immigrés. C'est parce que Internet n'était pas encore développé que les Ivoiriens ne savaient pas ceux qui sortaient du pays. Est-ce qu'avant Ouattara, les Ivoiriens ne vivaient pas en France? Répondez-moi. Avant Ouattara, il y avait des Ivoiriens qui vivaient en France. Est-ce que c'est Ouattara qui les avait chassés en Côte d'Ivoire? Dites-moi, il y a des Ivoiriens qui ont déjà fait 20 ans ici, 15 ans ici. Ouattara, il est au pouvoir, là, ça fait combien d'années? Je vous demande, Alassane Ouattara est au pouvoir, ça fait combien d'années? 20 ans, 30 ans, 15 ans, 12 ans. Ouattara, il est au pouvoir, ça ne vous met pas encore 10 ans. Il n'a même pas encore fini ses 10 ans. Il n'a même pas encore atteint ses 10 ans. En 2020, là, ça va lui faire même 9 ans. Parce qu'il n'a pas commencé tôt. Il a pris le pouvoir en 2011. Donc en 2020, normalement, Alassane devrait gouverner jusqu'en 2021 pour qu'il puisse atteindre ses 10 ans. Parce qu'il a pris le pouvoir en 2011. 11 avril 2011, il est venu au pouvoir. Donc il n'a même pas encore atteint ses 10 ans. C'est en 2021 il devrait atteindre ses 10 ans. Mais avant ça, est-ce que les Ivoiriens ne vivaient pas à l'étranger? Dites-moi. Et ceux qui vivaient à l'étranger, là, c'était pourquoi? C'est parce que le pays allait mal ou bien c'était quoi? Vous allez trouver des arguments à dormir debout. Il y a d'autres qui vivent en Angleterre, ils ont fait 35 ans là-bas. C'est Ouattara qui les a envoyés en Angleterre. Il y a d'autres qui vivent en France, qui ont fait 30 ans, 40 ans ici. Est-ce que c'est Ouattara, Alassane, qui les a envoyés en France? Il y a d'autres qui vivent aux États-Unis, qui ont déjà fait 50 ans. C'est Ouattara qui les avait envoyés là-bas. Il y a d'autres qui vivent en Chine, à Moscou, je ne sais pas, à peu près partout, même dans les pays limitrophes, qui ont fait déjà 28 ans. Est-ce que c'est Alassane qui les avait envoyés là-bas? Avant, Alassane, les Ivoiriens étaient déjà hors de la Côte d'Ivoire. Vous allez dire non, ils sont partis là-bas volontairement. Ah oui, maintenant, sous le gouvernement de Alassane, ceux qui sortent du pays, eux aussi, ils partent volontairement. Ah mais c'est clair. Vous voulez trouver des arguments là, il n'y a pas d'argument à trouver. Ça veut dire que la souffrance de la Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Avant Ouattara, il y avait la souffrance en Côte d'Ivoire. Sous les Gbagbo, c'était la catastrophe. Il y a d'autres qui sont venus en Europe en 2001, même en 2000. Est-ce qu'en 2000, c'est Ouattara qui gouvernait le pays? C'était Gbagbo. Et donc, ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire en 2000, ils vont accuser qui? Vous qui êtes les intellectuels qui passez votre temps à accuser Alassane, ceux qui sont venus en Europe, ceux qui ont fui la Côte d'Ivoire en 2000, ceux qui ont fui le territoire ivoirien qui sont partis partout, ceux qui ont fui le territoire ivoirien en 98, en 94, en 90, en 91, en 89, est-ce que c'est Alassane qui les avait chassés? Même en 87, ou bien même en 86, 84, est-ce que c'est Alassane qui les avait chassés? Dites-moi. Je pense que Alassane n'est pas à la base du malheur de tous les Ivoiriens. Avant l'arrivée d'Alassane, les Ivoiriens sortaient même du pays. Avant qu'Alassane arrive sur le territoire ivoirien, avant qu'il ne gouverne avec Oufoué, les Ivoiriens quittaient déjà la Côte d'Ivoire. Ils fuyaient le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous pensez que sortir de la Côte d'Ivoire est égal à la souffrance, c'est que la souffrance existait avant l'arrivée d'Alassane. Voilà, c'est tellement clair. Il n'y a pas de débat à faire. Pour vous, quitter la Côte d'Ivoire et aller à l'étranger est égal à la souffrance. Ça veut dire que le pays ne va pas bien. C'est que ce n'est pas aujourd'hui, le pays ne va pas bien. Le pays ne va pas bien. Il y a de cela longtemps. Puisque les Ivoiriens quittaient le pays, avant même l'arrivée d'Alassane, pendant que Oufou était au pouvoir, les Ivoiriens fuyaient le pays. Donc, si c'est sur ça, vous vous basez pour dire... Ça, le pays ne va pas bien pendant que depuis qu'Alassane est là, les Ivoiriens partent à l'étranger. Mais frère, c'est pas aujourd'hui Ivoiriens, ils connaissent la route de l'étranger. Je sais que beaucoup me regardent ici. Là. Ils ont quitté la Côte d'Ivoire avant même qu'Alassane ne prenne le pouvoir. Pendant que Laurent Gbagbo était au pouvoir, les Ivoiriens ont fui le pays. Il y a d'autres qui me regardent ici qui ont fui le pays sous le gouvernement de Gbagbo. Alors vous allez dire quoi ici?
Ouattara à la base, Ouattara à la base. Arrêtez vos idioties, vos inepties, hein, vos histoires d'hommes debout, vos carences intellectuelles. Arrêtez de nous exposer ça ici parce que ça ne tient pas debout. Arrêtez vos conneries. Vous bandinez dans vos idées et vous voulez faire la morale aux gens. Mais non, c'est fini ça. C'est ceux qui ne sont pas... Et nous allons éduquer ceux qui ne sont pas encore éduqués. Ou bien ceux qui ne s'intéressent pas à la politique, on va tout faire pour que ces gens comprennent la politique. Parce que quand tu ne fais pas la politique, elle te fait. Quelque chose là où tu seras. Elle va te pousser, elle va te traiter. C'est clair. Donc, il vaut mieux de s'intéresser à la politique. C'est très important, mes frères. Donc, Alassane n'est pas à la base de tous les maux. Le noir est responsable de ce qu'il arrive. Quand le blanc arrive, est-ce qu'il a un revolver dans sa main pour dire signe l'accord, si tu ne signes pas, je te bute? C'est pas comme ça se passe. C'est le noir qui signe. Est-ce que quand on part dans les urnes, chaque citoyen ivoirien ou bien chaque citoyen africain, on met un revolver sur sa tête pour dire va voter tel candidat? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Chacun choisit le candidat qui lui plaît. Quand tu regardes la télévision là, et puis, on dit, ouais, la guerre médiatique, on fait la propagande de ce candidat, on parle de lui. Mais toi là, qui t'a dit de ne pas faire tes propres recherches? Est-ce qu'on t'a demandé, coûte que coûte, de croire à ce que les journaux télévisés te montrent? Est-ce qu'on t'a dit de voter le candidat dont on te présente comme quoi il est Jésus, il est Mohamed, il est, je ne sais pas, c'est un paradis? Est-ce qu'on t'a demandé de le voter? Toi, ton cerveau là, c'est perdu. Tu ne peux pas faire tes propres recherches pour savoir si la personne dont on te parle, si c'est une bonne personne, ou bien tu ne peux pas faire des recherches. Parce qu'on t'a présenté quelqu'un pour toi. Ah, c'est bien, parce que tu aimes la chaîne, et donc la chaîne t'a présenté un élément extravagant, quelqu'un qui est hors du commun, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui serait intellectuel, quelqu'un qui serait l'homme le plus cultivé de l'humanité. Alors, est-ce qu'on t'a demandé d'aller voter? Mais si tu le votes, et après tu vas dire, ce sont les blancs, mais toi tu es malhonnête. Tu votes, après tu vas accuser quelqu'un d'autre. Quand tu votais là, quelqu'un avait attrapé ta main. Ils avaient attrapé ta main d'aller voter. Regardez-moi des gens comme ça. C'est comme une femme qui s'en va, elle est consciente, elle s'en va faire enfant avec un homme. Une fois enceinte, elle crie, j'ai fait un accident. Quel accident? Lorsque tu partais coucher avec le monsieur, tu ne savais pas que tu partais faire l'amour. Et après l'amour, tu ne sais pas qu'il y a des conséquences. Et après, tu vas venir, et il a la base. Mais tu ne peux pas commettre des erreurs et venir accuser des gens. Donc, raison pour laquelle je vous appelle à la retenue. Hein? Retenez-vous. Je viens. Excusez-moi, je vais ouvrir l'antenne tout à l'heure. Donc, vous comprenez déjà ce qu'il y a. Donc, tu ne peux pas commettre des erreurs et aller accuser l'autre. Macron qui est à l'Élysée, là, vous voyez Macron en Afrique là-bas, même s'il envoie des représentants français pour négocier au nom de la France, vous pensez qu'ils s'en vont, ils donnent des coups de poing à nos présidents pour dire signe le document? C'est pas comme ça. Eux, ils négocient. Donc, lors des négociations, si tu n'as pas été vigilant, si tu es naïf et qu'on te présente des faux papiers, tu ne prends pas ton temps pour lire, pour savoir si ce sont des bons papiers, le contrat parle de quoi, et puis tu t'en vas, tu signes parce que tu es séduit ou tu es séduite par la personne qui est en face de toi, mon frère ou ma soeur, tu commets des erreurs, tu ne peux pas quitter là, c'est la France, c'est la France. Je pense que on appelle ça des idioties, comment on appelle ça même? Je veux inventer des mots ce soir. J'ai envie d'inventer des mots ce soir pour vous faire comprendre. Parce que c'est inadmissible. Alassane n'est pas à la base. D'ailleurs, Alassane, il est là à aider le peuple ivoirien. Gbagbo a tout vendu. Vous passez votre temps à accuser Ouattara.
qui prend des dettes. Oui, je préfère quelqu'un qui prend des dettes, qui vient enrichir le pays, que quelqu'un qui ne prend pas des dettes, mais qui vend les infrastructures de son pays. Vous dites que Gbagbo ne prenait pas de dettes, il n'y a pas de souci. Il ne prenait rien, mais il vendait. Il a vendu le port, les aéroports. Parce que l'aéroport de Foué-Boyer, le grand aéroport, vous le connaissez, les petits aérodromes, il a tout vendu, mes frères. Donc la Côte d'Ivoire n'a plus. Tout ce que vous voyez là-bas, on met Air Ivoire et tout, ce n'est plus pour les Ivoiriens. Au contraire, c'est Ouattara qui est là, négocie un peu pour que ça puisse revenir à la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Sinon, pour le moment, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire. Il a vendu les deux ports là, San Pedro et puis Abidjan. Port autonome d'Abidjan et celui de San Pedro. Gbagbo a tout vendu aux grandes sociétés françaises. Et dans ça, vous voulez nous dire, non, Gbagbo, il lutte pour libérer l'Afrique. Tu luttes pour libérer quelque chose et tu vends encore. Vraiment, il faut être idiot, il faut être ignorant pour croire à ces inepties, à ces âneries, à ces conneries, à ces histoires à dormir debout, à ces fachos dont il racontait aux gens. En dehors de ça, il a vendu l'eau, l'électricité. En Côte d'Ivoire, la CIE, là, ce n'est pas pour les Ivoiriens. C'est la France qui gère. Ce sont des entreprises françaises. Gbagbo a vendu, le gouvernement de Gbagbo a tout vendu. Nous-mêmes, on a des barrages. On produit l'électricité. Nous donnons l'électricité au Burkina. On donne l'électricité aux Maliens. C'est ce que je vous donne des informations. C'est la Côte d'Ivoire qui alimente en électricité les Burkinabés et en électricité aux Maliens. Mais nous, chez nous, l'électricité est chère. Pourquoi? Parce que ça n'appartient plus aux Ivoiriens. Donc c'est la France maintenant qui contrôle l'électricité. Et c'est elle qui donne l'ordre combien les Ivoiriens doivent payer chaque fin du mois par rapport à leurs compteurs et leurs disjoncteurs qu'ils mettent dans leur maison. Voilà le vrai problème. Donc nous-mêmes, on produit quelque chose et puis on n'a plus le contrôle parce que on a eu un président appelé Gbagbo qui a tout vendu. Et dans ça, vous allez venir accuser Ouattara. Pourquoi? Il vend et vous venez accuser Ouattara. Vous ne reconnaissez pas la part de responsabilité de votre Gbagbo là. C'est lui aussi l'eau. C'est lui, l'eau là. Il a aussi vendu. Mais quand vous regardez tout ça là, quelle lutte réellement Gbagbo a menée pour libérer l'Afrique de la France-Afrique? Il a mené quelle lutte? Est-ce que c'était les discours qu'il tenait à la télé, à la RTI avec les raies noires? Quand il met ça, on voit les dos. On voit les dos. Il tenait et puis il faisait son doigt comme ça, on voit les dos. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit? Il y a des discours et il y a les actes. Le fait de tenir des discours ne peut rien résoudre. Ça ne résolve rien. Les discours ne peuvent rien changer. On parle des actes. Ouattara, lui, au contraire, il pose des actes. Vous voyez, à moins de 8 ans, parce que je pense qu'il a fait maintenant 8 ans, en 2020, ça va lui faire 9 ans. Et en 2021, ça lui fera au moins 10 ans. Parce qu'il a pris le pouvoir en 2011 et non en 2010. Or, normalement, il devrait prendre le relais en 2010. Mais Laurent Gbagbo, il s'est agrippé au pouvoir, il ne voulait pas partir. Tellement il adore le pouvoir, il pense qu'il a eu une femme. Donc il est tombé amoureux du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas femme. Il faut laisser ça. On ne tombe pas amoureux du pouvoir, sinon il y a conséquences. Femme, oui, tu peux tomber amoureux et t'accrocher parce que c'est une femme. Mais pouvoir là-bas, non. C'est la vie de tout un peuple. Il y a des milliers, il ne s'agit pas d'un amour personnel pour dire, toi et le pouvoir, vous êtes... Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ouattara, regardez, en Côte d'Ivoire, avant, il y avait 2 universités. Comment dans un pays de 25 millions d'habitants, on puisse avoir 2 universités et vouloir éduquer la population? Mais les autres, là, ils vont aller dans quelle université? Tu finis d'avoir ton bac, tu es à la maison. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus place à l'université. Or, Gbagbo était là. Il a construit quelle université à l'ouest? Gagnoa même, il a abandonné Gagnoa. Allez-y à Gagnoa, c'est chez moi. C'est aussi mon truc dans ma ville. Quand je passe comme ça pour aller à Kwapekou, mais c'est la galère. Souvent, je vais à Kwapekou, je vais à Klaï. Klaï, ce sont des trucs de Gagnoa.
Tu pars là-bas, les voies sont dégradées. Tu as mal. Tu dis, mais attends, c'est un bêté qui est au pouvoir ou c'est quoi? Et comme argument, il dit non, si je construis Gagnoua, ils vont dire, je construis chez moi et je laisse là-bas, donc je ne peux rien faire là-bas. C'était ses arguments en fait. Oh, ils ne valaient rien. Non seulement les arguments qu'ils prenaient pour convaincre la population, ok, les gens ont compris, ils ont dit, ok, on a compris, si tu construis Gagnoua, ils vont dire, bon, tu es là arrangé chez toi et là-bas tu laisses. Mais là-bas aussi, là où ils prétendaient vouloir développer, il ne faisait rien là-bas. Il n'a rien foutu partout en Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu, même chez les guerriers, je ne sais pas, comment les guerriers là, comment on appelle chez eux là même. Zongwen, c'est ça non, les Zongwen et tout ça. Il n'a rien foutu, hein. Et puis ils sont ceux-mêmes qui sont morts beaucoup. Ils sont morts à cause de Gbagbo. Oh, Gbagbo n'a rien foutu là-bas. Pour dire une université, pour apporter ça, même un grand collège, il n'a rien construit. Rien. Vous trouvez ça en Gagnoua, allez-y à Gagnoua. Marché, le grand marché de trucs. Gbagbo n'a rien fait. Le marché, aujourd'hui, Alassane est là arrangé. Si vous détestez la personne, mais reconnaissez les œuvres de la personne. Je parle des faits, je ne parle pas des paroles et des émotions. Regardez ce que la personne a fait. Il y a les émotions, bien sûr. Quand tu es dans l'émotion, ah oui, tu n'arrives pas à te contrôler. Laissez l'histoire d'émotion là. Regardez la réalité. Regardez la personne même. Enlevez toutes sortes de trucs, d'idées, de trucs, d'émotions dans vos têtes. Et regardez le terrain. Est-ce que vous comprenez? Laurent Gbagbo n'a rien foutu. Et vous désignez celui-là même qui est le meilleur panafricain. Il a foutu quoi? Il a fait quoi même au pays? Pour dire qu'il est le meilleur panafricain. C'est Alassane qui est le panafricain. Et donc si les Ivoiriens aujourd'hui, ils pensent que la France est à la base de leur malheur, ils n'ont qu'à eux-mêmes s'interroger. Parce que ce n'est pas la France qui vote pour nous. Ce n'est pas la France qui nous désigne d'aller soutenir tel candidat ou tel candidat. Quand chaque candidat crée son parti politique, ce ne sont pas les citoyens français qui quittent en France pour aller taper porte de chacun, pour dire oui, oui, celui-là il vient de créer son parti politique, il faut le suivre. Soro, vous voyez Soro, il a créé son racine. Est-ce que c'est la France qui va devant les portes des Ivoiriens pour dire allez-y suivre Soro? Il y a d'autres qui s'en vont volontairement. Donc dans ça, on ne peut pas dire c'est la France qui est à la base. Si tu suis Soro et que tu le votes, il vient au pouvoir, il devient un petit dictateur, un petit voyou, tu vas quitter la France à la base. La France a quoi à voir là-dedans? Est-ce que c'est la France qui a tourné ton cerveau? C'est la France qui a programmé ton cerveau d'aller suivre Soro? Quand Soro dit il avait fait amener des sacs de riz, toi tu payes tonnes de riz pour envoyer ça à Soro là. C'est la France qui t'a demandé d'aller payer tonnes de riz. Et vers la fin, quand c'est mou, tu dis c'est la France qui est à la base. Mais quand je regarde ces gens-là, je dis mais ils sont comment ils sont les-mêmes. Donc ce qui nous arrive, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la France. Le noir est à la base de son propre malheur, de sa propre souffrance. Alors, je laisse l'antenne à ceux qui aimeraient bel et bien intervenir. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp, bien sûr. Donc, l'antenne est à votre disposition. Chers familles, chers frères, donc vous êtes là. L'antenne est à votre disposition. On est ensemble. Je pense que chacun interviendra pour donner son point de vue. On vous écoute. Oh, excusez-moi, la connexion déconne un peu. La connexion déconne un peu. Voilà, vous pouvez maintenant appeler. Vous pouvez maintenant appeler. Chers frères, chers amis, appelez maintenant. Vous pouvez appeler. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive au Wi-Fi? Excusez-moi, il y a un problème technique.
Je ne vois plus les commentaires. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois même plus les commentaires. Je viens de voir un commentaire. Le numéro de WhatsApp se trouve sur le titre de la vidéo. Se trouve sur le titre de la vidéo. Donc, vous pouvez l'ajouter sur vos téléphones et nous joindre. Excusez-moi, mais le Wi-Fi a un problème. Ici, ça passe. Ici, ça déconne. Donc, Guégué vend ses cheveux au figo. Il dit de vendre mes cheveux. Ah oui, les filles qui veulent tresser mèches brésiliennes là. Venez, je vais enlever, vous allez faire tissage sur ça, vous allez mettre ça sur vous. Hein? Ça va aller, hein? Ça peut aller. Hein? Là, vous savez que c'est vrai cheveux même original. Venez, je vais vous vendre ça. Bon, vous pouvez appeler. Appelez maintenant. Merde, excusez-moi. Excusez-moi. Mais le Wi-Fi qui est connecté, ce n'est pas le bon. Je vais chercher le bon, je pense que ça a un problème. Ça a un souci. Bon, vraiment c'est un peu compliqué. On me dit le Wi-Fi est désactivé. Je suis désolé. Je ne peux pas. Bon, je sais pas, ça ne va pas, le Wi-Fi ne passe pas en fait. On me dit c'est désactivé, je comprends pas. Donc, c'est pas un grand regret que... Oui, je comprends, les appels ne passent pas parce que on me dit le Wi-Fi est désactivé. Ah, pourtant, je sais même pas pourquoi. Je vais essayer de mettre données mobiles. Appelez voir. Je vais voir. Je ne sais pas si avec les données mobiles ça peut marcher. Tentez. J'ai mis 3G. Je ne sais pas si ça peut encore passer. Vraiment, c'est pas la peine. Tentez de nous joindre avec le 3G. Désolé, je sais pas, mais ça ne passe pas. Et donc, vous ne pouvez pas... Je sais pas. Désolé. Demain, c'est un jour, mon frère Guégué. C'est pas grave. Ok. Donc, comme ça ne passe pas, je vais un peu continuer et après, je vais mettre fin à ça parce que j'avais voulu permettre aux auditeurs et auditrices d'intervenir pour que chacun puisse apporter son grain de sel, mais malheureusement,
ça ne fonctionne pas. Et donc, je vais un peu continuer. Je vais continuer. Donc, vous comprenez, avec Alassane, il y a aujourd'hui, s'il n'y a rien, il y a 8 universités. Les universités sont maintenant 8. Or, autant de Gbagbo, Bédié ou Foué, c'était 2. Avec une population de 25 millions d'habitants. Vous comprenez? Et je pense que d'ici 2020, on peut atteindre 10 universités. 10. Il y a 8, mais il y aura 10 bientôt. Et si tous les présidents devraient faire comme ça, parce que moi, je tiens beaucoup à l'éducation. Imaginons, c'est parce que nous n'avons pas une population éduquée qu'on accuse toujours l'Occident d'être à la base de la France-Afrique, d'être à la base de tout le malheur, de tous les maux que l'Afrique a subis en ce moment et tout. Une population bien éduquée ne peut pas se laisser manipuler. Une population bien éduquée sait qui elle doit voter lorsqu'on parle d'élections présidentielles, élections municipales et élections législatives. Lorsqu'on parle de la députation, un citoyen bien éduqué, il sait qui sera pour l'intérêt de sa région ou de sa ville ou de sa commune. Et c'est celui-là, ce citoyen, ira voter. Mais tu votes quelqu'un qui n'a aucun projet, parce qu'il y a des gens, ils s'en vont, ils n'ont aucun projet dans leur tête. Ils s'en vont dire, oh, votez-moi, votez-moi. Pour eux, ça suffit. Votez-moi. Et puis, qu'est-ce que tu proposes à long terme de faire? Tu proposes quoi? Si tu viens là, tu vas faire quoi? Ils n'ont même pas d'argument. Mais comme cette population n'est pas éduquée, et elle est dans cette histoire d'émotion et d'amour, alors lorsqu'elle voit la personne et qu'elle connaît le visage de la personne, pour elle, ça suffit. Parce que je connais la personne a l'argent, la personne est influente, c'est fini. Elle s'en va voter avec cette personne. Mais une fois cette personne élue, cette personne ne fout rien. Elle va rester encore là, piller votre argent. Et dès que son mandat finit, elle part. Elle met son argent dans les paradis fiscaux en Suisse, sur les îles Caragua, je ne sais pas, sur les îles anglaises et tout. Vous comprenez? Or, une population bien éduquée, on ne regarde plus les poches, on regarde ce qui est dans la tête. Qu'est-ce que tu nous proposes? Tu proposes quoi, toi? Parlons franchement, faisons un débat, tu proposes quoi? Voilà mes projets. Et comment tu peux faire pour financer ça? Voilà ce que l'État va nous donner. Va me donner comme budget pour que je puisse financer et tout. Ok. Toi, tu proposes quoi? Non, vous savez, je suis un milliardaire, je n'ai rien à proposer, c'est sur le terrain. Mon frère, quand tu parles comme ça, on dit dégage. C'est pas parce que tu es milliardaire, tu vas dire aux gens, c'est sur le terrain, on va voir. Non, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de projets d'abord. Parce que sans projet, et que si tu attends d'abord à ce que l'argent vienne avant de faire projet, mon frère, tu ne vas rien foutre. Tu vas passer tout ton temps à calculer, à chercher projet. Et pendant ce temps, ton mandat fini, tu n'as rien apporté à la population. On apporte quelque chose d'abord, on a une liste, on a une vision, on a un objectif à atteindre avant d'aller battre campagne. Et donc, ces deux universités ne pouvaient même pas suffire aux Ivoiriens. Et donc, la guerre qui est arrivée en Côte d'Ivoire, c'est ça. On ne peut pas accuser Ouattara d'être à la base. On ne peut pas dire la population elle-même, elle est responsable. Parce qu'une population qui est mal éduquée, chez les pro-Gbagbo, il y a des miliciens, des petits miliciens voyous. Chez les pro-Ouattara, il y a aussi des trucs, je ne sais pas, c'était pas pro-Ouattara, mais pro-Soro, des voyous, des FSI qui commettaient des crimes contre l'humanité. Mais ces voyous qui sont de part et d'autre, côté Soro-Guillaume, des FSI qui foutaient la merde, le bordel, qui égorgeaient les gens. Ils étaient quoi? Mais c'était des Ivoiriens. Chez les pro-Gbagbo là, patriote, je suis un jeune milicien. Ils étaient quoi? C'était des Ivoiriens quand même. Hein? Ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. Ils vivent au pays. Leurs parents sont nés au pays. Ils ont grandi au pays. Leurs grands-parents sont nés au pays. Donc, ils sont Ivoiriens. Donc, c'était des Ivoiriens qui se combattaient, qui s'entretuaient. Pourquoi? Parce que ces Ivoiriens n'ont pas eu beaucoup accès à une bonne éducation. Et donc, ils se sont laissés manipuler par ceux qui se disent les élites, par ceux qui se disent les milliardaires qui sont au devant, qui contrôlent la situation, ont manipulé ces jeunes.
Imaginons un jeune qui a du mal à manger matin. Il n'a même pas 100 francs pour s'acheter un pain et venir boire le café baoulé à la maison. Parce que tu peux payer pain 75 francs et sucre 25. Tu mélanges et tu prends ton eau chaude. Et tu mélanges, tu fais café baoulé, tu manges ton pain. Tu es bien à l'aise, matin bonheur. Mais s'il n'a pas 100 francs, comment il peut acheter un pain 75 francs et sucre 25 pour venir boire pain baoulé? Imaginons dans ça, il est affamé, il ne sait pas quoi faire. Depuis matin, il ne fait que bailler. Jusqu'à 18h. À 19h, voilà, il a une chance, il tombe sur quelqu'un qui dit « Ah, mon petit, il dit... » Lui-même, il répond « Vieux père ». La voix même, ça ne sent plus bien parce qu'il a faim. Il ne sait pas quoi faire. Même si le vent vient, ça va le jeter là-bas. Tellement il a faim. Lui qui a l'argent, qui se croit milliardaire, il vient, il dit, mon petit, je vais t'envoyer en mission. C'est une mission très importante. Il dit, ah, vieux père. Donc, vous voyez déjà, il est déjà influencé par celui qui est en face. Parce que lui qui est en face, il n'est pas de même classe sociale que lui. Parce que ce dernier, il est milliardaire, ou bien il est millionnaire. Donc, quand il dit petit est envoyé en mission, même si lui qui a fait, il est âgé, que celui qui lui parle de mission, il va l'appeler vieux père. C'est clair. Il n'a qu'à avoir 60 ans, 40 ans. Lui qui a les moyens, s'il vient devant lui, il faut avoir 20 ans, 30 ans et tout ça. Il faut dire, il va t'appeler vieux père. Il va s'abaisser devant toi parce qu'il sait que tu as les moyens que lui. Tu dis, être envoyé en mission, il dit, ouais, vieux mogo. Ou bien la vieille mère. Et il va se mettre à tes ordres. Tu dis, va faire telle opération. Voilà, avance. Si tu finis là, tu viens, je te donne le reste. Et c'est dans ça qu'ils s'en vont commettre des crimes. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça va leur coûter. Ils ne connaissent même pas les conséquences de leurs délits qu'ils vont aller commettre. Si on les attrape là, ils vont vivre quoi? C'est combien d'années de prison ils vont faire? Ils ne connaissent même pas ça. Mais quand même, ils exécutent, ils s'en vont. Voilà comment ils ont manipulé les Ivoiriens. Et il y a eu cette guerre en Côte d'Ivoire. Les politiciens véreux, radins, ont manipulé le peuple. Ils ont donné des miettes. Et la population ivoirienne s'est entretuée. Donc j'appelle ça la guerre civile en Côte d'Ivoire. C'était une guerre civile parce que c'est la population ivoirienne qui s'est entretuée. Ce ne sont pas des étrangers qui sont quittés ailleurs. Ce n'est pas un pays voisin qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Ce sont des citoyens ivoiriens qui se sont bouffés entre eux. Lorsque une population s'entre-déchire, s'entre-mange, s'entre-tue, on appelle ça guerre civile. Parce que c'est une déchirure civile. Voilà ce qui est arrivé. Donc là, on ne peut pas accuser les Blancs. Quand Blanc te donne arme Kalachnikov d'aller tuer ton frère, toi, dans tes yeux là, est-ce que ce sont les branches qui ont poussé là-dedans? On te donne arme, on dit va commettre un crime. Va faire un coup d'état, va faire rébellion. Et puis toi, tu prends, tu es content. Tu dis, il est où? Il est où? Et il est où? Abemi, Agigi, donne. Et puis tu t'en vas commettre des crimes. Les BT aussi, ils vont quitter là-bas. Vous comprenez? Quand je vois ça, je dis, mais les guerriers aussi, ils vont quitter de leur côté. Ils vont dire, je ne sais pas comment les guerriers, ils parlent. Les Dida aussi, ils vont quitter de leur côté. Mais quand on voit tout ça, les Baoulés aussi, ils vont quitter. On Mais quand on voit ça, je dis, mais ce peuple a un problème psychologique. C'est un problème et il faut passer à l'éducation directe. On ne peut pas accuser les Européens, même s'ils ont un rôle à jouer là-dedans. Tout ce qu'ils font, c'est à nous maintenant de s'organiser, c'est à nous maintenant de nous instruire, c'est à nous maintenant de nous cultiver, c'est à nous maintenant de réfléchir, de bien réfléchir et voir quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour pouvoir mettre fin à ça. Mais si nous refusons de réfléchir, nous-mêmes où on refuse de réfléchir, comment nous allons trouver des issues suite à ces problèmes? Parce que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. L'Afrique a été esclavagisée pendant 400 ans. Ça veut dire 4 siècles. Un siècle, ça fait 100 ans. Un an. Une année jusqu'à 100. Ça fait un siècle. Et
une année, jusqu'à 100 là, multiplié par 4. Ça fait 400 ans, 4 siècles. L'Afrique a perdu au moins 200 millions. Ça veut dire, vous mettez la France. La France, là, ça fait combien de millions d'habitants? La France fait 65 millions à 66 millions d'habitants aujourd'hui. Vous prenez l'Allemagne, peut-être, qui peut atteindre 80 millions. Ça n'atteint même pas la population que l'Afrique a perdue en 4 siècles. Vous ajoutez la Belgique, elle-même, elle fait déjà 15 millions. Donc, c'est pas assez. Donc, vous prenez Allemagne, France, Belgique, on met leur population ensemble. Les Noirs qu'ils ont pris en Afrique, là, ils dépassent encore. Est-ce que vous comprenez? En dehors des chars, on part maintenant en Suisse. On ajoute encore la population suisse. Pour que ça puisse atteindre au moins le nombre de personnes pillées en Afrique. Donc, Ouattara n'était pas encore né, Alassane n'était pas encore né lorsque ces trucs-là se passaient en Afrique. On parle des années 1700, 1400, 1800. Nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en 2019. Alassane, il est né en quelle année? Même en 1930, Alassane n'était pas encore né. Les années 1930, là, Alassane n'était pas encore né. Il n'a même pas vu la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, je sais qu'Alassane n'était pas né. Or, la souffrance des Noirs existait avant 1945. Alassane est né tout dernièrement là. S'il est né, peut-être il est né dans les années 1950 ou 40, 48, 49 ou bien 50. Donc, il n'était pas encore né dans les années 1945. Il n'a même pas su que la guerre mondiale a existé. Il a vu aussi ça dans les livres. Hein? Lorsqu'il faisait ses études, c'est là qu'il a découvert que des guerres se sont déroulées. C'était déroulé plutôt. Sinon, il n'était pas là pour assister à ces guerres. Il a vu ça dans les livres. Donc, vous ne pouvez pas nous dire Alassane est à la base. Non. Alassane n'est pas à la base. Gbagbo a nui la Côte d'Ivoire. Gbagbo a détruit la Côte d'Ivoire. Il a tout vendu. Gbagbo est un usurpateur. Gbagbo est un vendeur d'illusions. Gbagbo est un gros menteur. Il est le seul président au monde que je connais qui sait manipuler les cerveaux des gens, qui sait mentir aux gens, qui fait croire aux gens qu'il fait tant. Oh, pourtant, il fait le contraire. C'est un danger et il a été un danger pour les Ivoiriens. Je demande à chaque citoyen et à chaque citoyenne de prendre conscience ce soir. Moi-même qui vous parle, je suis un bêté de mère et un dida de père. Mon père est dida de divo pur. Est-ce que vous comprenez? Ma grand-mère paternelle est dida de Lakota propre. Donc ça veut dire quoi? Je suis à un moment lié au dida de divo et au dida de Lakota. Ma mère est bêtée de Gagnoua, pas pécou 100%. Et nous avons aussi des parents à Klaï. Je sais qu'il y a des gens qui connaissent Klaï. En dehors de ça, mon grand-père paternel a fait la Deuxième Guerre mondiale avant de mourir. Est-ce que vous comprenez? Il était un ancien soldat. Il est venu aussi en France pour combattre pour l'armée française, pour libérer la France dans les mains des Allemands. Mon grand-père maternel. Il était aussi au front ici. Et c'est son nom, je porte. Donc, quand vous pensez que les bêtés, non. Lui qui est en face de vous là, ses parents ont une histoire. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque quelque chose n'est pas bien, il faut avoir le courage de dénoncer ça. Ce n'est pas parce que Gbagbo est bêté que moi je vais voir des choses et me taire pour dire qu'il faut couvrir les bêtés. Et parce que j'ai un jeune bêté là, qui habite en Angleterre, qui est rentré dans mon inbox en train de m'insulter de tout nom. Imbécile, barbier, bâtard. Tu ne peux pas protéger les bêtés comme ça. Les bêtés, même si ce n'est pas bon, il faut les couvrir. Pourquoi tu les dénonces? Tu as un temps, tu vas voir. J'ai dit, mais regardez-moi ça. Encore de nos jours, un bêté taré, un bêté ignorant qui encore tient ce genre de propos. Lui là, on doit l'interner quelque part. On doit l'amener dans un centre de fous.
Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas parce que tu es bêté que tu vas regarder un bêté à faire quelque chose. Est-ce que ton propre enfant, toi qui me regardes, ton propre enfant, quand il a l'erreur, tu ne lui donnes pas des fessées? Tu ne redresses pas ton enfant? C'est pas parce que c'est ton enfant, il va faire des choses lugubres, des choses, je ne sais pas, tordues, et tu vas dire, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et respectons-nous. Si ton propre enfant, tu as le culot, tu as les couilles, ou bien tu te dis femme, et que tu cries sur ton propre enfant, souvent même tu lui donnes des fessées, ce n'est pas ton ethnie, c'est des membres, des gens de ton ethnie. Ils font une politique tordue, ils posent des actes bizarres. Tu ne vas pas avoir le culot de dire, je ne dois pas les dénoncer parce qu'ils font partie de mon ethnie. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ça qui met l'Afrique en retard. Ce sont ces genres de choses-là parce qu'on n'a pas l'audace de dire la vérité. C'est ça on dit. Un proverbe dit, quand tu vois ton enfant qui commet des délits et que tu ne lui dis rien, un jour là, c'est en prison là-bas, tu vas le trouver. C'est en prison. Quand ils vont le condamner à 20 ans, c'est là que tu vas regretter. Si je savais, j'allais redresser mon enfant. Je l'ai laissé faire n'importe quoi. Je pensais que c'était bien. Je l'ai laissé parce qu'il était mon fils. Voilà, tout ce qu'il faisait, je cautionnais ça. Et vers la fin, il va se retrouver en prison. Ils vont dire qu'il a 30 ans ou bien prison à perpétuité. C'est là que tu auras tes gros yeux pour pleurer. Il n'y aura plus de négociation, condamné à mort. Pour éviter ça, lorsque ton enfant, que ce soit une fille ou un garçon, lorsque ce dernier ou cette dernière est en erreur, il faut redresser, quel que soit son âge. Je dis bien quel que soit son âge. Même si c'est ta fille, elle a un enfant, elle a des enfants, elle est mariée, elle déconne, il faut la redresser. Tu es un jeune garçon, c'est pas parce qu'il est garçon, il a poussé les poils, il connaît maintenant femme, il déconne, il redresse-le. C'est clair. Il n'y a pas de négociation. Parce que tu ne dois pas cesser d'éduquer toujours ton enfant, quel que soit, même s'il est marié. Ou bien si elle est mariée, tu dois toujours éduquer ton enfant. C'est clair. Tu ne dois pas laisser ton enfant parce que mon enfant est grand ou elle est grande. Non, 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 c'est pas comme ça. Donc si ton ethnie se comporte mal, il faut avoir l'audace de les taper dur pour dire tant. Et là, tu vas les sauver aussi. Pour dire, ah, même si tu n'aimes pas ton ennemi, et que ton ennemi est en erreur, tu lui dis la vérité. Lui-même, quand il part à la maison, il dit, je n'aime pas, on n'aime pas là, mais ce qu'il m'a dit là, c'est vrai. Il réfléchit. Il dit, ah, c'est vrai. D'une part, bon, on ne s'aime pas, voilà, mais il m'a dit la vérité. Ou bien il m'a dit la vérité, tu raisonnes, tu dis, ouais, elle a raison, bien il a raison. Et tu prends conscience. Pourquoi voulez-vous cacher les bêtises? Si les membres du pays continuent de protéger les membres du pays toujours, sachant bel et bien que ces gens-là ont semé des délits, ont créé, je ne sais pas, l'impossible, ils ont créé ça en Côte d'Ivoire. Ils ont commis des délits, ils devraient dénoncer ça. Pour qu'ils puissent prendre conscience et ne plus faire cette même politique, ces erreurs, demain. Parce que si vous protégez ça, et vous approuvez ça, vous pensez que ce qu'ils ont fait c'est bien, les mêmes bêtises qu'ils ont fait dans le passé, ils vont toujours faire ça dans le futur. Ah mais c'est clair, quand un enfant mange caca, et que tu ne lui dis pas qu'on ne mange pas caca, il va penser que caca est bon, caca est doux, il va toujours manger ça et il va... Quelqu'un qui suit sur son doigt, un enfant qui est là, il suit sur le doigt, et puis tu le laisses, il grandit, mais attends qu'un truc, un enfant âgé, s'il grandit, il va toujours sucer son doigt. Parce que maman ou papa n'a pas pris le temps de dire à l'enfant, on ne suce pas les doigts. Ce n'est pas bien. Ou bien l'empêcher, ou bien attacher le doigt, ou bien quelque chose qui est amer. Lorsqu'il met ça dans sa bouche, il va constater que c'est amer. Il va enlever, il va commencer à faire. Non, si vous ne prenez pas les dispositions, l'enfant va penser toujours que c'est bien. Et les membres du FPI, si vous n'osez pas leur dire la vérité, ils vont penser qu'ils ont mené une bonne politique. Ils vont toujours mettre ça sur le dos de la France. La France a fait ça, la France a fait ça. Et vers la fin, plus tard, ils vont encore faire ces mêmes bêtises qu'ils ont fait dans le passé. Taper-les dur. Ils vont prendre conscience parce que ce sont des vieux qui refusent de raisonner. Québec, ouais. Donc,
Je vais maintenant sortir du débat. Allons-y un peu du côté du FPI. Vous voyez des gens, les membres du FPI. Voilà un parti politique. Les membres de ce parti ont fait croire aux Ivoiriens que c'était le meilleur parti de l'Afrique. Le parti qui allait libérer l'Afrique. Le parti qui allait créer des merveilles en Afrique. Le seul parti capable de réveiller tout. Mais ce parti est mort. On n'entend plus même parler de ce parti. Et ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ils ont le culot de dire Alassane a réussi à diviser le parti. S'il a réussi à diviser, c'est qu'il est fort politiquement que vous. Lorsque tu parviens à diviser, c'est comme si vous étiez un État et un individu qui était là-bas et il réussit à diviser votre pays en deux. Donc si Alassane a réussi à diviser le FPI, c'est que les membres du FPI, ils ne sont pas mis politiquement. Parce que quelqu'un qui est mis politiquement, quelqu'un qui est très sage, il ne peut pas laisser quelqu'un qui ne fait pas partie de leur parti politique venir la diviser. Ça veut dire que les membres du pays, ils n'étaient pas mûrs, ils étaient nuls sur tous les plans. Et c'est ceux-là qui voulaient diriger le pays. Mais comment se fait que ce pays n'allait pas être divisé? Et c'est ce que nous avons vu. C'est parce qu'ils n'étaient pas mûrs, les petits rebelles sont venus, ils ont divisé la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils sont là aujourd'hui, le pays est divisé, ils vont accuser, c'est Alassane. Donc si Alassane a réussi à diviser le pays, c'est que vous êtes nul politiquement parlant. Parce que si vous étiez fort, Alassane n'allait pas parvenir, il n'allait même pas réussir à diviser votre parti politique. Au contraire, vous alliez fatiguer Alassane et c'est lui qui allait souffrir dans vos mains. Mais aujourd'hui, vous ne valez rien. Et vous êtes là, c'est Alassane qui a divisé. C'est Alassane, il veut diviser tout. C'est qu'il est très fort, il est très fort. Et politiquement parlant, c'est qu'il est mieux que vous. Il sait comment faire pour vous diviser. Donc vous, là, vous ne savez pas comment faire pour vous réunir. Par exemple, quelqu'un qui est fort, lorsqu'il sait qu'il y a une division qui vient d'ailleurs et qu'il a constaté cela, il prend des dispositions pour essayer de ressouder le morceau. Mais si vous savez que Alassane il vous a divisé et qu'il vous divise, vous savez la vérité. Mais quelles sont les dispositions que vous prenez pour éviter ça ou bien pour vous réunir? Vous faites quoi? Ils ne font rien. Alassane, vous êtes bien pour accuser seulement. Vous passez votre temps à accuser. Mais quand il s'agit de trouver des solutions, vous êtes nuls. C'est quand ils échouent partout, ils accusent. Mais ils n'ont aucune solution à proposer. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils régnaient au sommet de l'État. Ils n'ont rien proposé aux Ivoiriens, ils n'ont rien créé, ils n'ont rien développé. Ils ont passé leur temps à accuser la rébellion. Leur échec est égal au problème de quelqu'un. Ils vont mettre ça, la responsabilité de quelqu'un. Aujourd'hui, le pays est divisé. Non, c'est Alassane. Pendant combien de temps vous allez agacer les Ivoiriens? Si vous échouez, c'est toujours la responsabilité de quelqu'un. C'est toujours la faute à quelqu'un. Mais vous là, vous n'avez pas de faute. Vous n'avez pas de faute, vous. Quel jour vous allez dire aux Ivoiriens que voici ce qu'on a fait, et puis les rebelles ont pris le pays, voici ce qu'on a fait, le pays s'est divisé. Vous ne dites pas ça, hein? Toujours vous passez votre temps à accuser. Vous êtes incapable politiquement. Gouverner le pays, vous êtes aussi incapable. Voilà le danger. Voilà le danger. Des gens qui veulent sauver un pays qui passent leur temps à boycotter. Non, papa, vous pensez que l'Afrique c'est l'Europe où les gens ils refusent de voter et puis ils vont dire bon, le président élu n'est pas légitime. L'Afrique c'est pas ça, vous devez comprendre. Hein? L'Afrique là et l'Europe, les États, l'Amérique, ça ne se ressemble pas. Tu as voté en Afrique, tu as boycotté, tu n'as pas boycotté. Lui qui va, le peu, qui va rester, qui va voter là. Lui que ce peu va voter là, il va gouverner. Tu veux ou pas, il gouvernera. On ne parle pas de légitimité en Afrique. Tu vas pouvoir crier, il n'est pas légitime en Afrique là. Il faut connaître les réalités du terrain avant de dire non, si on ne vote pas là, il ne sera pas légitime, donc son gouvernement ne sera pas crédible. Est-ce que c'est parce que tu as boycotté que ce dernier qui a été élu, il ne va pas avoir ses partenaires étrangers qui vont le soutenir, qui vont signer des contrats avec lui? Non, tu as boycotté. Il aura des partenaires étrangers qui vont reconnaître son gouvernement. Il aura d'autres pays qui vont reconnaître son gouvernement. Il va gouverner, il va gérer son pays. Donc si tu veux, il faut boycotter 1000 fois. Il sera là 1000 fois. Il gouvernera 1000 fois. Vous devez comprendre les réalités du terrain.
de l'Afrique. Ne comparez pas ça aux réalités européennes. Ou si l'opposition boycotte et puis on dit bon, son gouvernement n'est pas légitime, il faut convoquer urgemment quoi là, un référendum populaire pour faire truc. Ce n'est pas ça en Afrique. Hein. Vous devez prendre conscience. Si vous faites la politique, réfléchissez avant de faire n'importe quoi. Vous avez passé votre temps boycottant. Ouattara n'est pas légitime. Et qu'il ne gouverne pas, il gouverne. 2020, boycotter encore, il va gouverner. Vous comprenez? Boycotter. Ils vont toujours rester là. Non, il n'est pas légitime. Qu'est-ce que ça a apporté? Vos boycotts, faites le bilan. Voilà des gens qui prétendent sauver un continent qui ne valait rien. Non seulement ils ne savent pas les réalités de la politique africaine, que lorsqu'on boycotte en Afrique, et qu'une minorité élit quelqu'un, peu importe le nombre de la population qui va élire le président, ce président sera reconnu par les pays étrangers. C'est ça qui compte. Même si vous ne le reconnaissez pas, une fois que les pays étrangers le reconnaissent, c'est fini. Il va faire ses business avec les pays étrangers et puis c'est fini. Il va gouverner votre pays. Et il va gouverner son pays. C'est ça qui est clair. Si vous n'avez pas compris ça, restez dans les boycotts. C'est ça le plus important. L'Afrique a ses réalités et l'Occident a ses réalités. Nous ne sommes pas en Occident, en Afrique. Donc il faut comprendre ça. Il ne faut pas boycotter l'élection. Tu boycottes, ils ne vont même pas t'écouter. Voilà au Sénégal où le truc Abdoulaye Wade a crié, il boycotte. Qui l'a écouté même? Macky Sall a été élu. Il va crier où? Il a beau crier, je ne vote pas. On dit, mon frère, si tu ne votes pas, on écarte ton parti. Son parti a été écarté. Abdoulaye Wade a été élu. Macky Sall a été élu. Il va aller se plaindre où? Ce n'est pas Europe, hein. Pour dire, comme tu as boycotté, on va prendre ça en compte. Non, tu ne veux pas voter en Afrique, on te laisse. Si c'est 2 candidats, 3 candidats qui sont sur la liste, mais ils vont aller voter. Le peuple, même, ce n'est pas tout le monde qui va boycotter. Une partie boycottera et une partie va dire, bon, nous, on vote quand même. Donc, cette partie qui va voter, ils vont prendre en compte cette partie qui a voté. Lui qui est en tête, c'est lui qui est le président, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Donc, revoyez votre politique. Revoyez ça. Vous les membres du FPI, revoyez ça. Le moment de parler de la CEI, vous fuyez, hein, on ne vous voit pas. Voilà des gens qui font la politique, le FPI. Et les membres, leurs cadres. On parle de la CEI, on ne les voit pas. Hein. 2020 arrive. Nous sommes en 2019. C'est quand 2020 va arriver, on veut la réforme de la CEI. La CEI. Quand ils vont dire, bon, la CEI, on ne veut pas, ils vont dire, on boycotte. Et puis, ils vont boycotter. Et il y a des ânes, hein, des voyous qui vont les suivre dans leur boycott. Et ils pensent qu'en boycottant, ça fait quoi? Il n'y aura pas de président. Boycotter. Si vous voulez boycotter 1000 fois, 1000 fois que vous boycotterez, 1000 fois il y aura un président en Côte d'Ivoire. Vous avez voté, vous n'avez pas voté, quelqu'un sera élu par une partie du peuple. Et ça, ce sont les réalités du terrain. Donc, vous ne pouvez pas contester ça. Alors, si vous ne voulez pas cela, organisez-vous pour aller aussi aux élections, pour tenter votre chance. Au cas où vous avez peur, écartez-vous. C'est clair, il n'y a pas de débat. Au cas où vous avez peur de perdre les élections sur le terrain, écartez-vous, ne tentez même pas. Parce que ce ne sont pas vos boycotts qui vont empêcher les élections d'avoir lieu en Côte d'Ivoire. Même si la personne est élue à 1%, la personne va gouverner. Légitime ou pas, la personne gouvernera ce pays. Parce que nous sommes en Afrique. Et je tiens à vous le dire. Donc, vos boycotts, vous-même là, vous êtes à la base. Et j'aimerais aussi demander, on doit voter une loi en Côte d'Ivoire. Quiconque boycotte, on doit couper son ancien salaire. C'est-à-dire qu'on doit mettre fin. Si tu lances un ultimatum au boycott, on doit couper, on doit bloquer ton compte bancaire. On ne doit plus te payer. Comme quoi, un retraité ou bien quelqu'un qui est au chômage, on ne doit plus te payer. On doit bloquer ton salaire. Parce que tu as voulu s'aimer des troubles. Tu as demandé au peuple souverain de ne pas exercer son devoir et son droit. Donc toi, tu vas avoir problème avec la justice. On doit bloquer ton salaire. Je demande cela pour avoir des institutions fortes. Parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, c'est devenu une chanson. À chaque fois qu'il y a élection, boycotter, boycotter. Non, on doit mettre fin à ça. Il faudrait qu'une loi soit votée. Quiconque lance un ultimatum pour dire le peuple n'a qu'à boycotter les élections, ce dernier n'aura plus accès à son salaire.
Le mois fini, il n'a pas de salaire. La justice doit donner l'ordre pour qu'on bloque. Et pour cela, pendant 5 ans. Ça sera une sanction. Et pendant les 5 ans, là, si on doit le repayer, les 5 ans qui sont passés, on ne lui donne pas l'argent que la justice a demandé, on lui coupe, on ne donne rien. Ouais, ça sera à nouveau encore. Il va obtenir ce qu'il gagnait avant. Le peu qu'il gagnait avant, c'est ce qu'il va recevoir. Voilà. Et quand c'est comme ça, ils vont se modérer. Ils vont rester tranquilles. Ils vont rester tranquilles. Il faut faire voter ces lois-là à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour mettre fin au délit des gens qui sont désespérés, qui savent qu'ils n'ont pas d'espoir, qui ne peuvent pas gagner, qui utilisent les boycotts comme une seconde arme pour pouvoir se faire valoir. Il faut les combattre sur ce terrain. Non, je ne vais pas loin. Ce sont des propositions. On doit avoir des constitutions. On doit avoir une constitution, des lois fortes pour le bien-être du pays. C'est clair. Ok, bon, je tiens à vous remercier. Merci à vous tous et à toutes. C'était l'incontournable Guy compris tout terrain. Intervention, c'est tout un problème. Le Wi-Fi ne marche pas, ou mes frères. Le Wi-Fi ne marche pas, donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ça ne prend plus. Je vais régler ça demain. Je vais régler le problème du Wi-Fi demain. Donc, je vous remercie infiniment. Demain, on fera un bon direct à 19h. C'est prêt à Dieu. À 19h, donc. Bon, de redémarrer le téléphone, je vais voir. Je vais éteindre pour redémarrer. Bon, je vais redémarrer pour voir. Tu bouges pas. Je suis d'accord avec toi, Guigui. Je vais redémarrer le téléphone. Mais... je ne sais pas pourquoi. Mike Ilan Lagi Kamagate Tim Beka, merci à toi. Lagi Kamagate, merci mon frère. Québec champion. Guégué Rémi Guen, c'est quoi la définition du CFA? Vraiment, ce n'est pas un débat du franc CFA. Hein. Les gens disent c'est franc des colonies françaises de l'Afrique, non? On dit franc CFA. On dit franc des colonies françaises de l'Afrique. Bon, je ne sais pas. Donc, si c'est le cas, toujours ça sort même chose. Donc, vraiment, je vais couper. Allez, ciao, ciao, on ensemble. Non, je ne suis pas en Belgique en ce moment. Je suis en France en ce moment. En ce moment, je suis en France. Je ne suis pas en Belgique. Allez, ciao, ciao, on est ensemble.